Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie IB au sujet du module 12. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 3.2 du curriculum IB et comprennent 6 unités. Cette vidéo va concerner les groupes fonctionnels, plus spécifiquement la fin de la partie sur les propriétés des groupes fonctionnels. Alors voici les 5 propriétés que nous allons regarder. Ces propriétés-là vont changer selon les groupes fonctionnels qui sont contenus dans les molécules et ça va influencer leur réactivité et leurs interactions avec l'environnement. Pour un petit rappel de chacune de ces propriétés-là, il va falloir que tu reviennes en arrière dans d'autres vidéos. Alors, pour bien commencer la vidéo, voici les 10 molécules, les 10 classes. Pèse sur pause peut-être pour essayer de les nommer, ces classes-là. Ça va te faire une bonne révision. Alors, nous avons ici un halogénoalcane parce qu'il contient un atome de chlore ici qui est comme jaune verdâtre. Ici, c'est un alcool parce qu'il a un groupe OH. Celui-là aussi a un groupe OH, mais c'est un oxyde carboxylique parce qu'il a aussi sur le même carbone un double lien O. Ce double lien O ici, il est tout seul et il est à la fin de la chaîne, alors c'est un aldéhyde. Ce double lien O, il est au milieu de la chaîne, donc c'est une cétone. Ce double lien O est accompagné sur le même atome de carbone d'un autre atome d'oxygène. Donc ça se trouve à être un ester, alors que celui qui a l'oxygène attaché à deux carbones mais sans le double lien O, c'est un éther. On a deux ici qui contiennent des atomes d'azote. Celui qui contient seulement un atome d'azote tout seul, c'est un amine. Celui qui contient l'atome d'azote avec un double lien O sur le même carbone, c'est un amide. Et ici, on a notre benzène, qui est un composé aromatique parce qu'il est en forme de cycle, en forme de cercle, qui alterne les liens simples et les liens doubles entre les atomes de carbone. Après cette révision, on est prêt à parler de la polarité. D'abord, un petit rappel que la polarité, c'est quand les électrons ne sont pas répartis également autour de la molécule et il y a un endroit où le lien va tirer plus fortement sur le double lien de la liaison qui est déterminé par la différence d'électronégativité dans l'échelle de Pauling. Alors, dans le cas des composés qui n'ont pas de groupe fonctionnel, qui ont seulement des liaisons carbone et hydrogène, bien, ces liaisons-là sont non polaires à cause que la différence d'électronégativité est plus petite que 0,5. Quand on va rajouter un groupe fonctionnel, bien là, ça va rajouter un caractère polaire à la molécule. Et on va commencer avec les halogénoalcanes. Dans le cas des halogénoalcanes, ça va dépendre c'est quoi l'halogène qui est attaché ici. Si c'est du fluor, ben oui, il va avoir une petite différence d'électronégativité qui va peut-être donner une polarité à la molécule, mais seulement dans le cas du fluor. Dans le cas du chlore, ça va être vraiment minimal. Dans le cas de l'iode, ça va être carrément nul. Donc, c'est seulement s'il y a du fluor qu'il va y avoir une polarité. Dans le cas de les alcools, là, on a une plus grande polarité parce qu'il y a une différence d'électronégativité entre le carbone et l'oxygène, mais aussi entre l'oxygène et l'hydrogène. Et à cause des deux doublets non liants, bien, ça va faire une très grande différence d'électronégativité et une très grande polarité à la molécule. Les alcools ont donc une polarité élevée. Dans le cas des oxydes carboxyliques, c'est encore plus élevé parce que non seulement on a les deux mêmes différences d'électronégativité élevées dans la liaison carbone-oxygène et dans la liaison hydrogène-oxygène, on en a une autre ici dans le double lien carbone-oxygène qui fait que les acides carboxyliques sont des molécules qui sont avec une très grande polarité. Dans le cas des aldéhydes, on a notre double lien oxygène sur le carbone. Donc oui, il y a une différence d'électronégativité ici. Fait que c'est un petit peu polaire. Pas autant que les acides carboxyliques, évidemment. Et ça va être pas mal la même chose dans le cas des cétones, parce qu'on a le même double lien ici, mais là, c'est comme symétrique. Hein? Il peut y avoir une chaîne de 1, 2, 3 carbones d'un côté ou de l'autre.
Dans le cas des amines, on va avoir un azote, ce qui veut dire que le lien azote-hydrogène, lui, est polaire, surtout qu'il reste un doublet non liant ici à l'azote. Donc, cette partie de la molécule va avoir une extrémité polaire. Mais ça va dépendre de c'est quelle sorte d'amine. Ça, on appelle ça un amide primaire parce que cet azote-là, qui est ici, est attaché à un seul carbone, ce qui va être différent des amines secondaires, qui va avoir l'azote qui est attaché à deux carbones. Lui aussi, évidemment, il va avoir un lien polaire entre l'azote et l'hydrogène, mais il y en a seulement un, contrairement à l'autre qui en avait deux. Donc, l'amine secondaire va être un petit peu moins polaire que l'amine primaire. Dans le cas des amines tertiaires, l'atome d'azote va être attaché à trois atomes de carbone. Donc là, je n'ai plus de lien NH. J'ai quand même le petit doublet non liant de l'azote qui est ici, qui va peut-être donner un petit peu de polarité à la molécule, mais vraiment de façon faiblement négative. Donc la polarité va être grande beaucoup dans les amines primaires et de moins en moins jusqu'aux amines tertiaires. Pour les amides, dans le cas des amides, il va aussi avoir le lien NH qui va être polaire, mais en plus, il va avoir le lien carbone-oxygène qui va être aussi polaire. Donc, ça veut dire que les amides sont plus polaires que les amines. Aussi, il va y avoir cette idée de primaire, secondaire, tertiaire. Donc, celui-là, il est primaire parce que l'atome d'azote est attaché à un seul atome de carbone. Dans le cas des amides secondaires, l'atome d'azote va être attaché à deux atomes de carbone. Il reste seulement un hydrogène qui va faire un lien polaire avec l'azote, mais il y a toujours le double lien oxygène qui va être polaire aussi. Donc, l'amide secondaire est plus polaire que l'amine secondaire. Et pour le tertiaire, ben, même chose, l'atome d'azote va être attaché à trois atomes de carbone. Un de ces atomes de carbone va avoir le double lien oxygène. Il n'y a plus de lien NH. Il y a encore le DNL de l'azote qui est ici, mais il n'y a plus de lien NH. Mais il y a encore la polarité du lien CO, ce qui veut dire que l'amide tertiaire est plus polaire que l'amine tertiaire. Pour les esters maintenant, on a deux atomes d'oxygène dans les esters. Il va y avoir donc trois liens polaires. Le lien double O qui ici va être polaire et aussi les deux liens simples CO qui vont être polaires. Ça semble être la même chose que le dessin qu'on avait pour l'acide carboxylique, mais c'est pas pareil parce qu'ici, regarde, on avait un lien OH qu'on n'a pas. Ici, c'est un lien CO. Et le lien CO est moins polaire que le lien OH. Ça veut dire que l'acide carboxylique reste encore plus polaire que l'ester. Elle est quand même élevée pour les esters, mais pas autant que les acides carboxyliques. Dans le cas des éthers, ben là, on a seulement un atome d'oxygène, on n'a pas le double lien O, ça veut dire qu'on a seulement ces deux liens simples qui vont avoir des polarités. Ça veut dire que les éthers sont un petit peu polaires, mais pas vraiment, juste moyens comme. Les composés aromatiques, il n'y a aucun lien polaire à l'intérieur de ça, donc ça veut dire que la polarité est carrément nulle pour ces composés. Prochaine propriété, c'est les liens hydrogènes, toujours avec les mêmes exemples de molécules. On va commencer avec halogéno-alcane. Pour savoir s'il peut faire des liens hydrogènes, on doit regarder s'il y a des doublets non liants ou s'il y a un atome de hydrogène qui est attaché à un ONF. Alors oui, il y a des doublets non liants ici autour de l'halogène, mais c'est vraiment seulement si le fluor est là que les doublets non liants vont pouvoir faire des liens hydrogènes avec une autre molécule voisine. Si c'était du chlore, du brome ou de l'iode, il n'y aura pas vraiment de lien hydrogène possible. C'est un doublet non liant négatif, donc s'il y a une molécule qui s'approche, elle va faire un lien hydrogène avec la partie positive de cette molécule-là.
Dans le cas des alcools maintenant, là, on a beaucoup plus de possibilités pour faire des liens hydrogènes parce que non seulement on a les deux doublets non liants de l'oxygène, mais en plus, on a l'hydrogène du OH qui est lui-même attaché à un NO ou F. Donc, dans ce cas-ci, c'est un O. Ça veut dire que si on a une molécule polaire qui s'approche, elle va pouvoir faire un lien hydrogène avec un ou l'autre des doublets non liants en rapprochant son pôle positif de ce doublet non liant. Mais en plus, elle va pouvoir aller faire un lien hydrogène en rapprochant son pôle négatif de l'hydrogène qui est attaché à l'oxygène. Pas les autres hydrogènes de la molécule, parce que ces autres hydrogènes-là sont attachés à des carbones. Et pour faire un lien hydrogène, ça prend absolument un H qui est attaché à un N, O ou F. Donc, c'est seulement cet hydrogène-là qui peut aller faire un lien hydrogène avec une molécule voisine, pas les autres. Dans le cas de l'acide carboxylique, là, il y a encore plus de liens hydrogènes parce qu'il y a les deux doublets non liants de l'oxygène du OH et les deux doublets non liants de l'oxygène du double lien. Et il va avoir l'hydrogène du OH. Donc, la molécule voisine qui essaye de s'approcher pourrait faire un lien hydrogène avec un ou l'autre des DNL du OH, l'un ou l'autre des DNL de l'oxygène double lien, mais aussi pourrait faire un lien hydrogène entre son pôle négatif et l'hydrogène du OH. Pas les autres, seulement l'hydrogène du OH. Dans le cas des aldéhydes, on a les deux DNL de l'oxygène encore qui pourraient faire des liens hydrogènes en recevant un pôle positif d'une molécule voisine sur l'un ou l'autre de ces DNL, mais c'est à peu près tout. Les autres hydrogènes sont attachés à des carbones, donc ils ne peuvent pas être des sites pour recevoir le pôle négatif des molécules voisines. Même chose pour les cétones, c'est le même double lien O avec les mêmes deux DNL autour de l'oxygène qui va aussi pouvoir recevoir les pôles positifs d'une molécule voisine pour faire des liens hydrogènes. Pour les amines deviennent plus intéressants. Encore une fois, on va les séparer selon qu'ils sont primaires, secondaires ou tertiaires. Donc, commençons par les primaires, c'est-à-dire quand l'azote est attaché à un seul carbone. Lui, l'azote a un seul DNL, donc il pourrait faire un lien hydrogène avec le pôle positif d'une molécule voisine. Mais en plus, les hydrogènes qui sont attachés à l'azote font partie de la définition. Donc, il pourrait y avoir un lien hydrogène entre le pôle négatif de la voisine et l'un ou l'autre de ces atomes d'hydrogène qui sont liés à l'azote. Dans le cas des amines secondaires, on va avoir les DNL de l'azote et il va rester un seul atome d'hydrogène attaché à cet azote-là. Ça veut dire que la molécule voisine pourrait faire un lien hydrogène en utilisant son pôle positif et le DNL de l'azote, ou pourrait faire un lien hydrogène avec son pôle négatif et l'hydrogène qui est lié à l'azote. Dans le cas des amines tertiaires, on va avoir aucun hydrogène qui est lié directement à l'azote, mais il y a quand même le doublet non liant sur l'azote qui pourrait faire un lien hydrogène avec une molécule voisine qui rapprocherait son pôle positif de ce DNL. Pour les amides, ça va ressembler un peu parce qu'il y a aussi le groupe azote, mais en plus, il y a le double lien oxygène qui lui aussi va avoir ses DNL. Donc, beaucoup plus de sites pour faire des liens hydrogènes. Dans le cas des amides primaires, on va avoir le double lien de l'azote et les deux doubles liens de l'oxygène. Ça veut dire qu'une molécule voisine pourrait rapprocher son pôle positif de l'un ou l'autre des DNL de l'oxygène ou du DNL de l'azote, mais aussi il pourrait rapprocher son pôle négatif de l'hydrogène lié à l'azote ou de l'autre hydrogène lié à l'azote. Donc, beaucoup de sites pour des liens hydrogènes dans l'amide primaire.
Semblable, mais un petit peu moins pour l'amide secondaire parce qu'il y a seulement un seul hydrogène qui reste lié à cet azote. Ça veut dire qu'il y a encore les DNL autour de l'oxygène, il y a encore le DNL sur l'azote. Ça veut dire qu'une molécule voisine pourrait faire un lien hydrogène avec l'un ou l'autre des DNL de l'oxygène, pourrait aussi le faire avec le DNL de l'azote, mais pourrait faire seulement un lien hydrogène avec seulement l'unique hydrogène lié à cet azote-là, en rapprochant son pôle négatif de l'hydrogène qui est lié à l'azote. Pas les autres, seulement celui qui est lié à l'azote. Pour l'amide tertiaire, là, il n'y a plus d'hydrogène lié à cet azote-là. C'est les 3 atomes de carbone qui sont sur les 3 liens de l'azote. Mais il reste quand même les DNL pour l'oxygène et l'unique DNL de l'azote. Ça veut dire qu'il va quand même avoir possibilité de faire des liens hydrogènes entre le pôle positif d'une molécule voisine et l'un ou l'autre de ces DNL de l'oxygène ou du DNL de l'azote. Pour les esters maintenant, là, il n'y a plus d'hydrogènes qui vont pouvoir faire des liens hydrogènes. Il reste seulement les oxygènes avec leur DNL, mais il y a 2 oxygènes, donc il va y avoir 4 DNL disponibles pour faire des liens hydrogènes avec le pôle positif d'une molécule voisine. Dans le cas des éthers, il reste seulement un oxygène, donc seulement un oxygène avec ses 2 DNL va pouvoir faire des liens hydrogènes avec le pôle positif d'une molécule voisine qui viendrait se rapprocher. Et puis on arrive aux composés aromatiques qui n'ont aucun DNL, qui n'ont aucun hydrogène lié à des azotes, oxygène ou fluor. Ça veut dire qu'il n'y a aucun lien hydrogène possible à faire dans cette molécule-là. Les liens hydrogènes sont importants parce que c'est eux autres qui vont expliquer les autres propriétés à venir, entre autres la solubilité dans l'eau. Parce que l'eau est un composé polaire et on avait dit que pour se dissoudre, c'est les polarités semblables qu'on doit mettre ensemble. C'est-à-dire qu'un solvant polaire peut dissoudre un soluté polaire et un solvant non polaire peut dissoudre un soluté non polaire. Dans notre cas, l'eau est polaire et ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que le soluté, ces 10 molécules-là, sont capables de se dissoudre dans l'eau. Et pour répondre par oui ou non, ou par un peu ou beaucoup, ben, il va falloir qu'on regarde si la molécule est polaire. Fait que ça a rapport avec ce qu'on a vu tantôt. Fait qu'on va pouvoir aller plus vite parce qu'on a déjà parlé de la polarité. Plus qu'il va y avoir de force intermoléculaire, plus ça va être soluble, plus que ces forces-là vont être grandes et nombreuses, plus ça va être facile de se dissoudre. Commençons par les halogéno-alcanes. On avait dit que ça dépend c'est quoi l'halogène qui est ici. Si on a du fluor, il va y avoir une polarité dans le lien. Et les doublets non liants qui sont là vont pouvoir faire des liens hydrogènes. Mais si c'est du chlore, du brome ou de l'iode, ben, ils ne pourront pas. Donc, dans le cas du fluor, il va avoir un petit peu de solubilité dans l'eau. Mais si c'est un des 3 autres halogènes, il ne pourra pas se dissoudre dans l'eau. Dans le cas des alcools, les alcools peuvent se dissoudre dans l'eau parce qu'il y a les polarités des liens et il y a les DNL qui vont pouvoir faire des liens hydrogènes avec l'eau à plusieurs endroits. Mais ça va dépendre de la longueur de la chaîne qui est là. Les petits alcools vont être solubles, là, comme le méthanol, éthanol, mais quand on est rendu à hexanol, c'est vraiment plus beaucoup soluble. Octanol, c'est pratiquement pas soluble du tout. Donc, de la base, le groupe fonctionnel, lui, il est soluble, mais dépendamment de la longueur de la chaîne, ça peut diminuer la solubilité. Un petit peu la même chose pour l'acide carboxylique, mais lui, il y a beaucoup plus de sites pour faire des liens hydrogènes. La polarité est aussi beaucoup plus grande. Ça veut dire que l'acide carboxylique va être soluble dans l'eau. Encore une fois, si la chaîne elle est courte, c'est le groupe qui peut se dissoudre dans l'eau et à plusieurs endroits, il va pouvoir faire des liens hydrogènes avec l'eau. Mais quand on va avoir un acide carboxylique qui est très long, comme ceux-ci, on ne pourra pas dire qu'ils sont solubles dans l'eau. À partir de
6 carbone à peu près, la solubilité est vraiment moins bonne. Plus que ça, on va dire que c'est d'ailleurs des acides gras, comme les oméga 3, les oméga 6, les autres lipides aussi, on va dire qu'ils sont pas miscibles, ils sont immiscibles dans l'eau. Un que tu vas apprendre dans le cours de biologie, c'est les phospholipides qui forment la membrane cellulaire et il va y avoir un groupe carboxylique là-dedans qui va permettre d'avoir une tête qui va être polaire et une queue qui va être non polaire. Ça veut dire que la tête va pouvoir se dissoudre dans l'eau, va être hydrophile, tandis que la queue va être hydrophobe. Tu vas voir ça dans ton cours de biologie. Fin des acides carboxyliques, passons maintenant aux aldéhydes. Les aldéhydes ont 2 sites pour faire des liaisons hydrogènes. Ils ont une petite polarité dans le lien CO. Ça veut dire que ça va être un petit peu polaire, mais seulement si la chaîne est courte. Là. Si la chaîne est trop longue, mais non plus, ça ne va pas se dissoudre. À peu près la même chose pour les cétones, parce que évidemment ça va se ressembler, ils ont les mêmes DNL, ils ont les mêmes polarités, les possibilités de lien hydrogène sont pareilles. La solubilité dans l'eau, elle est aussi possible mais limitée, et c'est encore pire si la chaîne est longue, d'un côté ou de l'autre. Dans le cas des amines, ça va dépendre si c'est une amine primaire, secondaire ou tertiaire. Dans le cas des amines primaires, donc attachées à un seul carbone, on a dit qu'il y avait 2 liens polaires plus le DNL, donc plusieurs endroits pour faire des liens hydrogènes. Ça veut dire que ça va être relativement bien soluble dans l'eau, mais quand on passe à l'amine secondaire, là, il va y avoir moins de possibilités de liens hydrogène, moins de polarité. Ça veut dire que ça va être moins soluble et encore pire pour les amides tertiaires qui vont être encore moins de DNL, encore moins de liens hydrogène possibles parce qu'il n'y a vraiment pas de polarité non plus là-dedans. C'est encore pire si la chaîne est longue. Dans le cas des amides, ça va être mieux que les amines parce qu'il y a les 2 DNL de l'oxygène, mais tout de même pas autant que genre les acides carboxyliques, là. Donc, ils vont avoir une bonne solubilité dans le cas des amides primaires. Donc, on voit qu'il y a 3 liens polaires plus 3 DNL. Ça veut dire beaucoup d'endroits pour pouvoir faire des liens hydrogènes, que ce soit avec les DNL qui peuvent attirer les côtés positifs ou les hydrogènes de l'azote qui peuvent attirer les côtés négatifs. Donc, l'amide primaire, ça va, il est pas mal soluble. Mais quand on s'en va au secondaire, là, tout d'un coup, c'est un petit peu moins soluble parce qu'il y a un hydrogène de moins sur l'azote. Ça veut dire qu'il y a un site de moins pour faire des liens hydrogènes avec la molécule d'eau. Il y a quand même plusieurs sites, fait que c'est mieux les amides que les amides. Et puis le dernier, l'amide tertiaire, ben, c'est encore pire. Il y en a un de moins. Ça veut dire qu'on va avoir seulement les 2 DNL de l'oxygène et le DNL de l'azote qui vont pouvoir faire des liens hydrogènes avec l'eau pour pouvoir s'y dissoudre. Le suivant, c'est les esters. Là, il n'y a plus d'hydrogène du tout, c'est seulement les DNL. Donc, il va quand même avoir possibilité de faire un petit peu de lien hydrogène avec l'eau, mais vraiment de façon moyenne. Là, c'est pas si dissoluble que ça. Encore pire pour les éthers, il y a seulement 2 sites pour faire des liens hydrogène avec l'eau, fait que c'est encore moins polaire que les esters. Et puis finalement, on a les composés aromatiques qui n'ont aucun lien hydrogène possible, donc ceux-là sont insolubles dans l'eau. Dernière propriété, c'est le point d'ébullition. Le point d'ébullition, ça a rapport avec les forces intermoléculaires en corps. Donc, pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, il faut donner de l'énergie pour séparer et éloigner les molécules. Si les forces intermoléculaires sont trop grandes, ça va retenir les molécules ensemble, ça va être difficile de les faire changer de phase. Donc, si on veut un point d'ébullition qui est bas, il faut avoir peu de force intermoléculaire. Et si le point d'ébullition il est haut, c'est parce qu'il y a beaucoup de force intermoléculaire. Alors, revenons à notre halogéno-alcane pour commencer. Il y a vraiment pas beaucoup de force intermoléculaire parce qu'il y a seulement un
petit peu de polarité dans le cas du fluor. Donc, le point d'ébullition est assez faible, donc 0 degré Celsius dans le cas du fluor. Dans le cas des autres halogènes, ça va augmenter un petit peu plus parce qu'il y a plus d'électrons dans la molécule. Il va y avoir plus de force de London. Donc, ça va être plus difficile de le faire bouillir, mais c'est quand même relativement faible comme point d'ébullition pour les halogéno-alcanes. Dans le cas des alcools, les alcools vont être vraiment polaires. Ça veut dire qu'ils peuvent faire beaucoup de force dipôle-dipôle entre eux. Et puis, le point d'ébullition va être plus élevé. Par comparaison, si on n'avait pas d'alcool, juste 3 carbones ensemble, ça s'appelle du propane. Et ça va avoir un point d'ébullition de moins 42 degrés Celsius, mais juste parce qu'on rajoute le groupe fonctionnel alcool dedans, le point d'ébullition passe à 97 degrés Celsius. Alors, on voit que la présence du groupe fonctionnel a une grande influence sur la propriété du point d'ébullition à cause qu'il y a des forces dipôle-dipôle qui vont être possibles quand deux molécules de propanol se rencontrent. Dans le cas des acides carboxyliques, il y a encore plus de force dipôle-dipôle possible parce qu'il y a encore plus de liens qui sont polaires. Donc, le point d'ébullition va être très élevé. Ça va être possible de faire des liens dipôle-dipôle et des liens hydrogène en plus parce qu'il va y avoir un hydrogène ici qui est lié à l'oxygène qui pourra aller se faire un lien hydrogène avec un des DNL de l'autre oxygène. Ça veut dire que le point d'ébullition va être très élevé. Donc, encore une fois, on va comparer avec le propane qu'on avait tantôt, qui était à moins 42 degrés Celsius, qu'on avait comparé avec l'alcool, qui était 97 degrés Celsius. Et parce que là, on a rajouté un double lien eau qui permet de faire des liens hydrogène avec le groupe hydroxyle, ben, on va avoir un point d'ébullition de cet acide carboxylique à 3 carbones de 141 degrés Celsius. Donc, vraiment, c'est un groupe fonctionnel qui augmente beaucoup le point d'ébullition. Dans le cas des aldéhydes, on a un seul lien qui est polaire, donc il peut avoir un petit peu de force dipôle-dipôle. Toujours pour comparer avec le propane, donc 3 atomes de carbone sans groupe fonctionnel, le point d'ébullition était de moins 42 degrés Celsius. Et quand on va avoir ce aldéhyde ici, on va avoir 48 degrés Celsius. Donc, c'est plus élevé. Pas autant que l'alcool qu'on a vu tantôt, mais tout de même plus que le propane sans aucun groupe fonctionnel. Dans le cas du cétone correspondant, c'est semblable. C'est pas pareil, évidemment, c'est semblable. Je vais te montrer les valeurs. Donc, dans le cas de l'acétone, c'était 56 degrés Celsius, comparé à l'aldéhyde qui était 48. Fait que c'est vraiment semblable. C'est dans les mêmes raisons, d'ailleurs. C'est parce qu'il y a des forces dipôle-dipôle, mais il n'y a pas de lien hydrogène. Donc, c'est pas aussi élevé que l'acide carboxylique. Dans le cas des amines, on va les séparer selon amines primaires, secondaires et tertiaires. Donc, pour les amines primaires, qui vont être seulement attachées à un carbone, il va y avoir des liens polaires avec les deux hydrogènes qui sont liés à l'azote. Et en plus, ces hydrogènes-là vont pouvoir faire des liens hydrogènes avec le DNL qui est sur l'azote. Ça veut dire que le point d'ébullition des amines primaires va être plus élevé que, par exemple, le point d'ébullition de l'amine secondaire, donc l'azote lié à 2 carbones, mais qui va avoir le même nombre de carbones. Donc, il y a 3 carbones ici pour l'amine primaire et 3 carbones pour l'amine secondaire. Mais là, on passe de 49 degrés Celsius pour le primaire à seulement 33 dans le cas du secondaire parce qu'il y a moins de liens hydrogènes, les forces intermoléculaires sont plus faibles, c'est plus facile de le faire bouillir, donc le point d'ébullition est plus faible. Il va être encore plus faible dans le cas des amines tertiaires, qui va aussi avoir 3 carbones, donc c'est la même masse molaire, mais dans ce cas-ci, il n'y aura pas de lien hydrogène possible du tout, ça va être seulement des forces dipôle-dipôle, et donc seulement 5 degrés Celsius, encore plus facile de le faire bouillir pour le tertiaire. Dans le cas des amides maintenant, les amides peuvent faire des liens hydrogènes aussi parce qu'ils ont
les deux hydrogènes liés au carbone, mais ne sont pas limités à faire des liens hydrogènes entre ces atomes d'hydrogène et le DNL de l'azote. Ils peuvent les faire entre les atomes d'hydrogène et les DNL de l'oxygène. C'est-à-dire que le point d'ébullition va être encore plus élevé. Si on regarde les groupes qu'on a ici, on a le groupe NH2 qui ressemble au groupe de l'amine. L'amine a 3 carbones, on avait dit que son point d'ébullition était 49 degrés Celsius. Le même carbone qui est ici est attaché sur un double lien O, qui est comme le même groupe que pour l'aldéhyde. Donc, on avait 48 degrés Celsius pour seulement le double lien O. Mais si on a les deux, le point d'ébullition devient beaucoup plus élevé, 213 degrés Celsius, parce qu'il y a beaucoup de liens hydrogène possibles entre ces atomes d'hydrogène de l'azote, le DNL de l'azote et les deux DNL de l'oxygène. Dans le cas des éthers, on n'a plus d'hydrogène qui peuvent faire des liens hydrogènes, on a seulement les DNL de l'oxygène, donc on peut faire des forces dipôle-dipôle seulement. Et ça va être un point d'ébullition qui est quand même plus élevé que le propane correspondant, donc 3 atomes de carbone, qui avait un point d'ébullition de moins 42 degrés Celsius, donc plus élevé, 7 degrés Celsius, loin d'être aussi élevé que les autres, par exemple. Et pour l'ester, lui a encore plus de doublets non liants sur ces deux oxygènes, donc encore plus de liens polaires. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de forces dipôle-dipôle dans les forces intermoléculaires et le point d'ébullition va être plus élevé. Donc par comparaison, quand on avait le propane seul, c'était moins 42 degrés Celsius. Quand on avait l'éther, c'était 7 degrés Celsius. Maintenant qu'on a l'ester, on est rendu à 57 degrés Celsius. Donc beaucoup plus élevé parce que ce double lien O ici va faire encore plus de polarité dans la molécule, donc plus de force dipôle-dipôle. Et finalement, pour ce groupe phényl, ce composé aromatique, on avait dit qu'il n'y avait ni polarité ni lien d'hydrogène, mais ce n'est pas les seules forces intermoléculaires qui existent. Il y a aussi les forces de London. Et parce qu'on a beaucoup d'atomes attachés ensemble dans un très petit espace, il y a des grandes forces de London. Et la forme de cette molécule-là, elle est plate. Alors, c'est facile pour les molécules de s'empiler les unes sur les autres. Donc, à cause de la grande intensité des forces de London, le point d'ébullition de ce benzène-là est à peu près de 80 degrés Celsius, donc quand même assez élevé. Il nous reste en fait une propriété qui est l'acidité, qui n'a pas vraiment rapport avec la polarité ou les liens hydrogènes, et que tu vas plus développer en 12e année. Pour l'instant, ce que tu as besoin de savoir, c'est qu'on va utiliser la définition de Brandsen-Lowry pour l'acidité, c'est-à-dire que l'acide est capable de donner un proton et la base est capable de recevoir un proton. En chimie, un proton, c'est tout simplement un ion H+. Alors, commençons. On va faire un ordre différent. On va commencer par le plus facile, là, notre fameux benzène, les composés aromatiques, les autres. Ben, c'est une molécule neutre. Il n'y a pas de place pour recevoir de H+, il n'y a pas de place pour donner de H+. Donc ça, c'est une molécule qui est carrément neutre. Son pH va être parfaitement de 7. Par contre, pour l'acide carboxylique, ben, le mot le dit, hein, c'est un acide. Pourquoi c'est un acide? Ben, parce qu'il peut libérer un proton. Selon la définition de Brandsen-Lowry, l'acide est capable de donner un proton. Il vient de où ce proton-là? Il est juste ici. Cet hydrogène-là. Pas les hydrogènes qui sont liés au carbone, mais l'hydrogène qui est lié à l'oxygène. Il va pouvoir s'en aller. Ça, c'est notre H+. Ce qui reste, ça va être dépendamment de la longueur de la chaîne, là, ici on a un CH3, CH2, COO-, donc il est négatif. Et ça, c'est notre définition de l'acide. Donc la définition de l'acide, c'est quand on a notre acide carboxylique qui peut se dissocier en négatif et en positif, le positif étant un proton seul. Évidemment, l'alcool va pouvoir faire la même chose parce qu'il a aussi un groupe OH.
Donc, le processus dans le cas des alcools, il est souvent lent et incomplet. C'est comme si le H essaye de se sauver, mais il y a de la difficulté à s'en aller. Donc, oui, il va pouvoir se dissocier, mais vraiment pas autant que les acides carboxyliques. Ça va dépendre évidemment de la longueur de cette chaîne de carbone-là. C'est pas d'acide vraiment, c'est neutre, faiblement acide, dépendamment de la longueur de la chaîne, là, mais vraiment pas autant que les acides carboxyliques. Donc, dans l'équation, je te mets ici, tu vois, j'ai mis la flèche vers la gauche, beaucoup plus grande que la flèche vers la droite, parce qu'il n'a pas vraiment tendance à se dissocier en négatif et positif. Il préfère rester juste sous forme d'alcool. Dans le cas des halogéno-alcanes, ils ne sont ni alcalins ni acides. Ils ne vont pas pouvoir ni recevoir de H+, ni donner de H+, donc ce sont des molécules qui sont neutres. Dans le cas des amines, ben, ils vont pouvoir, eux autres, accepter un proton. Ça veut dire que si, à cause de leur doublet non-liant négatif qui est ici, si le proton flotte à côté, à cause que, par exemple, on a un acide carboxylique dans le même récipient, ce proton-là approche, puis il dit « Oh, cool, je peux m'attacher ici par un lien de coordination. » Ben, ça va nous faire que maintenant, cette partie-là a une charge positive. Elle a reçu un proton extra. Donc, ça veut dire que les amines sont faiblement alcalins. Donc, ils peuvent recevoir un proton et former un groupe qui va être positif. Donc, on passe de NH2 à NH3. Ce que les amides vont pouvoir essayer de faire, mais vraiment pas facilement. La raison est plus de niveau HL que SL, mais c'est parce que les électrons du DNL de l'oxygène font comme une espèce de résonance avec les électrons du DNL de l'azote. Fait que c'est comme si ce proton-là qui arrive, il ne sait pas trop où est-ce qu'il devrait aller. Donc, il va essayer de recevoir un proton, mais vraiment pas aussi facilement que les amines de tantôt. Fait que oui, ça va pouvoir former un ion positif, mais vraiment pas aussi facilement que les amines. Pour les aldéhydes maintenant et les cétones, les deux groupes carbonyles, ils vont pas vraiment perdre de protons. Ils n'ont pas d'hydrogène attaché sur l'oxygène, donc ils peuvent pas perdre de protons. Ils pourraient à la limite peut-être recevoir un proton, mais pas vraiment. Les aldéhydes et les cétones sont des composés qui sont neutres. Dans le cas des esters et des éthers, ça va être un peu la même chose. Ils ont des doublets non liants, mais ces doublets non liants-là sont peu réactifs et ils ne sont pas vraiment disponibles pour recevoir des protons. Alors, ils vont être plutôt neutres. Alors là, on a complété toutes les propriétés du tableau et ton tableau devrait ressembler à ceci une fois complété. Et c'est tout pour la partie 12.2 sur les groupes fonctionnels. On se revoit pour la prochaine vidéo sur le 12.3. Bye!